Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de passer cet après-midi avec vous. Merci d'être présent pour ce second numéro, épisode 2 du cycle de webinaires Tous Mobiles. Je vous rappelle que le webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Tous Mobiles, site dédié à la mobilité solidaire, initié par le laboratoire de la mobilité inclusive et avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Un webinaire consacré aujourd'hui à un sujet crucial, l'accès à l'emploi. En quoi la mobilité solidaire peut-elle favoriser les parcours d'accès à l'emploi? C'est à cette question que nos intervenants vont tenter de répondre pendant les 90 minutes que nous allons passer ensemble. Un programme riche. Dans quelques instants, Céline Mouvet, chef du bureau des politiques de déplacement ministère de la Transition écologique, ouvrira ce webinaire que nous avons construit en deux séquences. Dans la première séquence, nous essaierons de comprendre en quoi la mobilité peut constituer un frein à l'emploi. Quelques clés de lecture seront données par Pierre Taillant, économiste à l'ADEME, et Firmine Duro, directrice des partenariats chez Pôle emploi. Nous irons ensuite du côté de la communauté du Havre, de la communauté urbaine du Havre, le Havre Seine Métropole, pour comprendre quelles peuvent être les difficultés d'accès à l'emploi et quelles solutions la collectivité propose en retour, avec Aurélie Guillemette et Émilie Dubois de la Cour. Et puis, dans une seconde séquence baptisée Agir, nous examinerons les réponses que peut apporter la mobilité solidaire dans des étapes aussi importantes que celle de l'identification des besoins, la question du diagnostic que nous aborderons avec Thomas Cote, fondateur de Weaver, la question de l'identification des solutions. Nous nous arrêterons sur les solutions proposées par une plateforme de mobilité, celle du Puy-de-Dôme, avec un regard croisé entre sa responsable, Claire Lénier, et Sophie Arnaud du département. Nous ferons ensuite un focus sur une spécificité, celle des salariés intermédiaires, avec Amélie Pajot du FAST. Enfin, nous aborderons la question complexe de la coopération. Quelle articulation des actions, dans quel écosystème très large des acteurs, avec Catherine Guilbaudot, directrice territoriale Pôle emploi du Gers et des Hautes-Pyrénées. Enfin, pour conclure ce webinaire, nous laisserons la parole à Charles Duportail, conseiller à la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, délégation qui est en charge de mettre en œuvre l'annonce qui a été faite par le Premier ministre, c'était en octobre dernier, d'un déploiement de plateformes de mobilité solidaire pour favoriser les parcours à l'accès à l'emploi. Où en est-on de la mise en place de ce dispositif? C'est ce que nous expliquera, on l'espère, Charles Duportail. N'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants via le chat, via via les questions-réponses. Nous aurons deux temps de questions et de réponses à la fin de la séquence 1 et à la fin de la séquence 2. Et Pierre Taillant se chargera de synthétiser ces questions et de nous les faire partager. Pour ouvrir ce webinaire, je vais laisser maintenant la parole à Céline Mouvet. Bonjour Céline. Bonjour à tous, bonjour Francis. Donc effectivement, avant de faire place aux interventions et aux retours d'expérience, quelques mots d'introduction pour rappeler effectivement, comme l'a souligné Francis, la dynamique dans laquelle s'inscrit ce webinaire avec la démarche Tous Mobiles que nous conduisons avec le laboratoire de la mobilité inclusive, à savoir de mettre à l'agenda politique les enjeux de mobilité solidaire et d'enclencher une vraie dynamique d'action publique. Donc les gilets jaunes, la crise sanitaire ont conduit à mettre en exergue ces problèmes et une prise en compte de conscience accrue et on s'aperçoit, Francis et moi étions ce matin à un atelier national conduit par la Fondation Massif. On est heureux de voir cette montée en charge et cette montée en puissance des acteurs et on souhaite que ces dynamiques puissent se déployer et se concrétiser. À cet égard, effectivement, sur les enjeux de mobilité solidaire, il nous semblait logique d'introduire ce cycle sur les questions d'emploi. Cela montre effectivement que ces questions de mobilité, ce n'est pas qu'une question de transport, et vous verrez effectivement au cours des interventions en quoi la mobilité est un vrai frein à l'accès à l'emploi. Frein assez important pour que les acteurs de l'emploi et ainsi que leur réseau s'en saisissent et proposent des solutions.
L'idée, effectivement, ça montre effectivement que l'emploi est un sujet important à traiter. Ça montre aussi l'enjeu également de décloisonner pour partager les initiatives et aller plus loin. Et donc, à ce titre, je voulais, en préambule de cette séquence, mettre en exergue une disposition de la loi d'orientation des mobilités, sans doute méconnu pour un certain nombre d'acteurs, en tout cas les acteurs hors de la sphère transport, et qui constitue à mon sens une vraie opportunité pour justement passer à l'échelle en la matière. Donc, ce plan d'action de mobilité solidaire, il va conduire de manière systématique sous le pilotage des départements et des régions, copilotage, et à l'échelle de bassins de mobilité, de construire un plan d'action commun entre acteurs publics, mais aussi acteurs associatifs qui agissent en accompagnement des publics vulnérables des points de vue vulnérables et proposer des solutions en particulier pour l'accès à l'emploi, avec notamment l'objectif de fournir des solutions ou des prestations pour favoriser ce retour, que ce soit à la fois du conseil individualisé, mais aussi des solutions de mobilité. Donc, je ne gâche pas que les séquences et les interventions qui vont suivre sauront être inspirantes pour ces futurs plans d'action qui effectivement que j'appelle effectivement à se systématiser et créer une vraie dynamique sur les territoires. Et du coup, j'en conclurai là et je laisse la place aux intervenants de terrain. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation des enjeux. Une personne sur 5, et c'est qu'un exemple, a déjà renoncé à un entretien d'embauche pour des raisons de mobilité. Les enquêtes du laboratoire de la mobilité inclusive, réalisées depuis 2013, confirment que les difficultés de mobilité pénalisent fortement l'insertion professionnelle. Pierre Taillant, vous êtes économiste à l'ADEME et membre du LMI. Donnez-nous quelques clés de lecture. Oui, merci pour cette introduction à tous les deux. Quelques éléments, quelques chiffres clés qu'il faut bien avoir en tête en introduction de ce webinaire. D'abord, quelques éléments sur les freins économiques à la mobilité. On parle des publics en insertion, en recherche d'emploi. Ce sont des personnes qui ont des ressources parfois limitées et qui, globalement, sont moins mobiles que la moyenne des Français. Je vous rappelle qu'en France, il y a plus de 9 millions de personnes, et ce chiffre est en augmentation suite aux conséquences économiques de la crise sanitaire, plus de 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui se situe à un petit peu plus de 1 000 € par mois. Et donc, les ménages les plus pauvres ont des pratiques de mobilité différentes. Ils se déplacent 2 fois plus à pied, par exemple, que la moyenne des Français. Ils prennent aussi plus les transports en commun. Du côté de l'accès à la voiture, la moitié des personnes en insertion n'ont pas le permis de conduire et seul un tiers dispose d'un véhicule. Également, une alerte sur toujours la dépendance à la voiture qui peut être très forte selon les territoires, on pourra en reparler, qui font peser des budgets mensuels et annuels très importants sur les publics avec des ressources limitées. Ça peut être de l'ordre de 5 à 6 000 € par an et représenter des parts assez conséquentes d'un SMIC mensuel ou annuel. Et enfin, également, un chiffre qu'il faut avoir en tête sur les publics les plus jeunes. Un jeune sur 2, bien sûr, ne passe pas son permis de conduire pour des raisons économiques. Donc, ça a été dit par Francis Demoz, 20% des actifs se déclarent en difficulté de mobilité en France. C'était issu d'une enquête du laboratoire de la mobilité inclusive. Qui sont ces 7 millions de personnes? Alors, pardon pour cet énuméré, mais ce sont des catégories assez hétérogènes, des jeunes, des seniors, des personnes en recherche d'emploi, des familles monoparentales et des familles nombreuses, des travailleurs précaires, surtout dans le secteur du BTP et des services à la personne, et bien sûr des personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite. Cet ensemble assez hétérogène de personnes et de publics fragilisés fait face à un certain nombre de difficultés qui sont elles aussi
multiples. Les distances à parcourir au quotidien, par exemple, pour des travailleurs précaires, peuvent être beaucoup plus longues que la moyenne des Français. Ils font face à des difficultés organisationnelles de planification de leur mobilité quotidienne. Parfois, il manque de compétences pour se déplacer, pour se repérer dans l'espace, pour lire un plan ou acheter un ticket à un automate, par exemple. Ils ont des difficultés pour satisfaire des exigences réglementaires, comme ceux qui possèdent une voiture, assurer la voiture, satisfaire le contrôle technique, toutes ces exigences réglementaires, et bien sûr aussi un certain nombre de freins psychosociaux, par exemple chez les publics les plus jeunes, qui peuvent avoir des difficultés à sortir de leur quartier, en quelque sorte, à aller chercher un stage ou un emploi à l'autre bout de la vie. Et donc les territoires qui sont particulièrement concernés par ces difficultés, ce sont essentiellement les territoires ruraux, les territoires périurbains, les territoires des zones urbaines sensibles, et ces territoires représentent 50% de la population. Donc ça peut être assez conséquent. Et donc voilà, le point noir en quelque sorte, c'est ces sortes de trappes géographiques où les emplois qui sont les plus éloignés des lieux de résidence des catégories les plus modestes par rapport aux catégories plus favorisées. Slide suivante. On le sait tous, la mobilité, c'est vraiment un atout très fort pour accéder à l'emploi. Et donc, c'est bien, les publics fragiles doivent bien surmonter cette double peine, je vous l'ai dit, dans l'accès à l'emploi, donc de faire face à l'éloignement des lieux d'embauche potentiels et le fait d'avoir des moyens de mobilité qui sont limités. Je vous rappelle et je complète les chiffres clés qui ont été énoncés, qui sont issus des études du LMI. Donc, une personne sur deux en insertion a déjà refusé un travail ou une formation pour des raisons de mobilité. 30 des personnes ont abandonné un travail ou une formation faute de solutions pérennes de mobilité dans le temps. Et du côté des employeurs également, on avait pu relever que 40% avaient des difficultés à pourvoir un poste pour des motifs de mobilité et que 60% des employeurs déclaraient que des candidats avaient refusé un poste faute de solutions de mobilité tenables dans le temps. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces études et ces chiffres clés sur le site du LMI pour approfondir un petit peu ces éléments si vous le souhaitez. Merci beaucoup Pierre pour tous ces indicateurs. D'autres clés de lecture maintenant avec la vision de Pôle emploi sur le frein à l'insertion professionnelle que peut représenter la mobilité. Je vais laisser la parole à Firmine Dureau, directrice des partenariats et de la territorialisation à Pôle emploi. Bonjour Firmine. Oui, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous partageons totalement la conviction qu'aujourd'hui, en fait, la mobilité est une compétence sociale, c'est un prérequis, et au même titre que savoir lire, que savoir écrire, que savoir compter, elle peut ou favoriser ou marginaliser un individu dans la société, et y compris dans la question de la recherche d'emploi et de l'accès à l'emploi. La mobilité géographique, en fait, devient pour le coup un déterminant majeur dans l'insertion professionnelle des personnes. Et à ce titre-là, c'est un sujet où aujourd'hui, on se dit qu'il est tout aussi important d'y travailler que de travailler au développement des compétences des demandeurs d'emploi. Et c'est pour ça qu'en fait, Pôle emploi, mais pas que Pôle emploi, l'ensemble des opérateurs du service public de l'emploi, l'ensemble des opérateurs qui travaillent sur le champ de l'insertion sociale et professionnelle, travaille à la question de la mobilité des demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, d'ailleurs, le citent comme étant le principal frein qu'ils rencontrent, le principal frein social qu'ils rencontrent dans leur problématique d'insertion professionnelle. Tout à l'heure, vous l'avez dit, près d'un demandeur d'emploi sur 5 considère que la proximité géographique est un critère prioritaire dans sa recherche d'emploi. C'est des éléments qui ressortent effectivement d'une étude menée par Pôle emploi. Un autre point que vous avez également cité, mais sur lequel je reviens parce que c'est un élément aussi important, c'est de se rendre compte que la question de la mobilité se porte de manière plus forte pour les publics précaires, c'est-à-dire les personnes qui
qui sont peu qualifiés, qui ont de très faibles revenus, qui ont un très faible niveau d'autonomie financière, qui bénéficient parce que voilà, soumis aux minima sociaux, soumis à des contrats courts à temps partiel, pour donner ces quelques exemples-là. Et du coup, comme elles ont cette problématique de précarité qui les conduisent finalement à limiter le périmètre de la recherche d'emploi, ce qu'on constate, c'est que du coup, elles ont effectivement aussi plus de difficultés à s'insérer parce qu'elles vont aussi restreindre leur champ de recherche et leur champ d'acceptabilité de distance de l'emploi qui peut leur être proposé. Vous l'avez indiqué, et c'est un élément qu'on prend en compte à Pôle emploi, c'est la question de la nature des difficultés rencontrées. On met très souvent l'accent sur les difficultés financières, les difficultés matérielles. Et c'est vrai, elles sont importantes, elles existent, mais il n'y a pas que celles-là. Et en fait, savoir identifier que la question de la mobilité n'est pas qu'une question financière, mais que ça peut être une question simplement d'une offre de transport insuffisante par rapport aux besoins de déplacement des personnes. Ça peut être savoir que le demandeur d'emploi qu'on accompagne, compte tenu de sa non-maîtrise d'un certain nombre de savoirs de base, mais il a du mal à se repérer sur une carte, il a du mal à lire un plan, à utiliser des bornes interactives mises à disposition par les sociétés de transport, que la diversité de l'offre de transport sur son territoire n'est pas suffisante pour pouvoir permettre de répondre à ses besoins. Je pense notamment aux personnes qui ont des horaires atypiques, ce qu'on appelle des horaires décalés. Lorsque l'offre de transport ne couvre pas la totalité, l'amplitude, ça peut être une véritable problématique. Ou alors, ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, des freins psychosociaux où certaines personnes n'osent pas sortir seules, n'osent pas sortir, ont du mal à appréhender l'espace. Et en raison de cette difficulté-là, les solutions qu'on doit proposer en face, elles doivent être plurielles. Et c'est pour ça qu'en fait, au sein de Pôle emploi, on a une stratégie qui consiste à pouvoir activer plusieurs leviers. Le tout premier, qui est un levier que nous activons avec nos partenaires, et je tiens vraiment à le dire en préambule, Pôle emploi n'est pas compétent, n'a pas la compétence de la mobilité. La mobilité, c'est une compétence détenue par les collectivités territoriales à qui cette compétence est confiée. Et Pôle emploi va intervenir parce que, en fait, nos conseillers ont besoin de pouvoir activer des solutions pour pouvoir accompagner les personnes. Et donc, notre intervention, elle n'est pas simplement à activer les aides financières de Pôle emploi qui existent et que je peux vous décrire, mais c'est aussi c'est pouvoir aussi dialoguer avec les collectivités territoriales, avec les autorités organisatrices de la mobilité, pour pouvoir effectivement dire quels sont les besoins de nos publics au regard de leurs problématiques et pouvoir effectivement ainsi contribuer à la réflexion qui peut être menée sur un territoire pour pouvoir développer des solutions de mobilité adaptées à ces besoins. Au sein de Pôle emploi, nous, en termes de solutions, que faisons-nous? Nous avons d'abord, bien sûr, des aides financières à la mobilité, des aides financières qui sont accordées à des demandeurs d'emploi qui ne sont pas ou qui sont très peu indemnisés et qui ont besoin de se rendre à un entretien, qui ont besoin de se rendre à une formation, qui ont besoin de suivre une prestation de service de Pôle emploi qui leur est proposée, un atelier par exemple, et qui se trouvent éloignés de leur lieu de résidence. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a des aides financières qui sont accessibles et qui peuvent être activées avec l'aide du conseiller ou tout simplement par le demandeur d'emploi, puisqu'en fait, les aides à la mobilité sont accessibles depuis l'espace personnel sur pôle emploi.fr de tous les demandeurs d'emploi qui sont en capacité d'utiliser Internet, mais sinon, ils peuvent s'appuyer sur leur conseiller. Deuxième point, un petit point de chiffres, puisque voilà, c'est toujours bien de le savoir. Pour info, 150 000 aides ont été distribuées par Pôle emploi en 2019, ce qui représente un total de 81 millions d'euros. Deuxième levier que nous utilisons, c'est développer les compétences de mobilité. Tout à l'heure, je vous le disais, je reprenais les propos de l'intervenant précédent, mais de dire, voilà, la question de la mobilité, c'est aussi une question d'apprentissage, apprendre à se déplacer, à utiliser les outils pour pouvoir se déplacer. Et là-dessus, Pôle emploi s'appuie sur ses partenaires, puisque nous ne sommes pas des experts de la compétence, du développement des compétences en matière de mobilité. Nous nous appuyons sur des partenaires que sont les plateformes de mobilité à travers leur bilan mobilité qu'ils peuvent mettre en place. Que ce soit des partenaires qui sont très connus à travers des grands réseaux, mais également, il y a des partenaires associatifs qui font un travail de qualité sur les territoires
et qui sont effectivement sollicités par vos conseillers. Et puis, dernier point, on cherche également à développer des solutions matérielles. Et donc là, pour le coup, Pôle emploi va agir ou en utilisant des solutions qui existent sur le territoire, telles que les auto-écoles solidaires, telles que les garages solidaires qui permettent de pouvoir accéder à la réparation de véhicules à des coûts plus faibles, prendre ces exemples-là, ou encore pouvoir avoir des solutions de location de voitures. Tout cela, ce sont des solutions que nos collègues dans les territoires, dans les agences vont activer pour pouvoir répondre à ces besoins. Alors oui, pour nous, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. La crise, encore plus qu'avant, met ce sujet en avant sur la table. Le contexte est pour autant favorable, puisqu'aujourd'hui, comme vous le dites, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mobilisent et qui cherchent des solutions et qui se mettent ensemble pour pouvoir construire des solutions. La loi crée un cadre qui permet tout cela, notamment en encourageant effectivement la coopération et la coordination autour de la question de la mobilité solidaire. Et puis aussi, à Pôle emploi, on a cette ambition de développer davantage nos relations avec les collectivités territoriales, notamment pour pouvoir travailler avec elles, être en appui, en contribution sur cette question de la mobilité, parce que c'est un réel enjeu de développement économique pour les territoires. Merci Firmin. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Vous êtes actuellement plus de 200 participants à nous suivre, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser via le chat, c'est le moment, nous y répondrons dans quelques instants. Comment est-ce que ces difficultés d'accès à l'emploi se traduisent-elles concrètement sur un territoire donné? En quoi la mobilité représente-t-elle aussi, Firmin le disait, une composante essentielle du développement économique des territoires? Direction maintenant la communauté urbaine du Havre, située en Seine-Maritime. Bonjour Aurélie Guillemette, vous êtes chargée de mission développement économique Le Havre Seine Métropole. Quelles sont les particularités de votre territoire sur cette question qui nous intéresse, l'accès à l'emploi, les problématiques que rencontrent les employeurs, par exemple, en termes de recrutement? Bonjour. Aurélie Guillemette, bonjour. On vous entend très très mal, Aurélie. Je vais couper là-haut, ça sera peut-être mieux. Vous m'entendez mieux? Voilà, là c'est mieux. Parfait. Donc la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, c'est 54 communes, 275 000 habitants et environ 13 000 entreprises qui sont sur le territoire. Il faut savoir qu'on a une zone industrielle au portuaire puisque Le Havre est le premier port de conteneurs au niveau national. Donc, on a une zone industrielle et portuaire qui regroupe 1200 établissements et 32 000 emplois. Donc, déjà, une grande partie, vous le voyez au sud de la carte, c'est la partie violette. Une grande partie des emplois se trouve sur cette zone industrielle portuaire. On a mis en place de nombreux projets au niveau de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, des projets innovants. On accompagne les entreprises dans l'innovation, dans la transition écologique. On est aussi très présent au niveau des formations avec un campus très développé qui comprend des écoles, des universités, des laboratoires de recherche avec 14 000 étudiants quasiment sur le territoire. Et malgré ça, on voit des difficultés puisqu'on a un taux de chômage qui est à 11% sur le territoire havrais, donc qui est plus important au niveau normand. C'est Le Havre qui domine malheureusement sur ce chiffre. Et je rejoins exactement ce qu'ont dit les interlocuteurs précédents sur les difficultés de mobilité. Je ne vais pas détailler les difficultés qui ont été présentées par Pôle emploi, parce qu'en effet, les freins matériels, sociaux, psychologiques sont des freins importants. Et sur tout type de public, que ce soit des jeunes, on voit la problématique sur l'alternance qui est de plus en plus développée sur notre territoire, comme tous les territoires, je suppose, mais des jeunes qui peuvent être à l'école est vraiment bien desservie, mais ont plus de difficultés à se rendre sur leur lieu d'emploi qui est moins facilement desservis. Des publics aussi qui sont en difficulté personnelle et donc qui ont des difficultés en termes de mobilité. Et puis les personnes qui sont dans l'insertion, tout ce qui est service d'insertion à l'activité économique, on voit qu'on a des difficultés aussi sur la partie mobilité. Donc on a différents moyens d'accompagner les acteurs et les personnes vers l'emploi. Pour une partie, on s'appuie sur les associations qui sont sur notre territoire. Comme le disait ma collègue de Pôle emploi,
On s'appuie sur les associations qui portent des garages solidaires. Nous, on a Mobilité Associative Durable et ODD qui sont sur tout ce qui est location de véhicules pour retour à l'emploi, offre de services de transport à la demande sur des cas particuliers comme on a eu là avec l'implantation de Siemens Gamesa et de Bouygues TP pour l'implantation d'éoliennes sur le territoire. Et puis des structures sur l'apprentissage pour le permis de conduire, donc comme Fodeno, ou l'ADI Normandie aussi qui accompagne sur l'achat d'un véhicule ou pour passer son permis, qui fait des prêts en fait aux particuliers. Je me permets aussi de compléter mes propos par rapport à une question que j'ai vue d'une personne qui parlait des mobilités douces. Sur les mobilités douces aussi, on accompagne avec des associations qui peuvent travailler sur les remises en état de vélo, qui peuvent travailler sur un apprentissage du code, on va dire, pour une meilleure compréhension et bien, comment dire, je parle trop vite d'après, excusez-moi. Très bien. On a un timing restreint, c'est pour ça. Mais donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a des associations et même sur les vélos, on accompagne sur la remise en état des vélos, sur l'entretien, sur l'apprentissage du code pour les personnes. Donc voilà, on met différentes solutions en place. N'hésitez pas, si j'ai été trop rapide à poser des questions, je vous répondrai par écrit. Et donc ça, c'est au niveau des associations. Mais on a aussi au niveau de la communauté urbaine, on accompagne aussi cette dynamique vers le transport, enfin, cette dynamique de transport pour aller vers l'emploi. Et alors justement, effectivement, par rapport à cette communauté, la collectivité fait des propositions et il y a notamment sur votre territoire une solution de transport à la demande. Elle s'appelle Flexilia. Elle représente un maillon assez essentiel de la mobilité du quotidien pour des millions de salariés. Émilie Dubois de la Cour, bonjour, vous êtes avec nous. Vous êtes chef de transport, chef du secteur transport urbain de la direction voirie et mobilité à Le Havre Seine Métropole. Parlez-nous de cette solution de transport à la demande. Oui, bonjour, merci Francis. Effectivement, pour Le Havre Seine Métropole, nous sommes toujours soucieux de mettre en place des services qui répondent aux besoins des usagers. Et donc, l'offre de transport qui était proposée avant sur la zone industrielle portuaire avant janvier 2001, date de mise en place du service Flexilia. Le transport se faisait en car ou en service privé pour des emplois qui étaient en emploi en horaire posté et en journée et avaient été très peu adaptés aux besoins des entreprises. En effet, les services étaient peu lisibles, ils se superposaient au réseau de bus avec beaucoup de kilomètres qui étaient parcourus et on constatait très peu de personnes dans les autocars. L'offre, en même temps, était un peu faible, de l'ordre à 3 à 4 allers-retours par jour pour chacune des lignes et était calée sur les horaires de fonctionnement des entreprises les plus importantes de la zone industrielle. Et donc, vous l'aurez compris, dans les faits, l'offre de transport qui était proposée ne correspondait ni aux attentes ni aux besoins des personnes qui avaient besoin de se déplacer sur la zone industrielle. C'est pourquoi, afin de renforcer la mobilité sur le territoire, la communauté urbaine, en lien avec son délégataire, a souhaité proposer un service qui est plus visible et plus efficace, adapté aux horaires de fonctionnement des entreprises, de façon à répondre aux attentes donc, de ces entreprises et des voyageurs. C'est dans cet esprit que l'offre Flexilia a été proposée. Donc, comme vous le disiez, c'est un service de transport à la demande qui est composé de 3 lignes régulières, les lignes 15, 18 et 19. Plutôt mettre la slide d'avant, s'il vous plaît, et qui se transforme en fin de service en zone F15, F18 et 19 sans rupture de charge. On dispose également d'une desserte qui est exclusivement réservée à la demande sur cette zone industrielle. Alors, très rapidement, le service Flexilia est disponible du lundi au vendredi toute la journée, de 6h à 20h. Donc, il couvre une large plage horaire. En heure de pointe, nous avons une fréquence de passage toutes les 10 à 15 minutes, de 15 à 40 minutes entre 6h et 11h et puis entre 15h et 19h50. Le service fonctionne avec un système de réservation 100% numérique via le site internet du délégataire ou de l'application LIA, puisque c'est le nom du réseau. Et ainsi, le voyageur peut réserver sa course à l'aller entre 1 mois et 30 minutes à l'avance.
ou alors monter directement dans le bus en indiquant son arrêt de descente au conducteur qui, lui, dans la mesure où il est doté d'une tablette numérique, enregistre l'arrêt de descente et le calculateur d'itinéraire, donc l'algorithme spécifique, définit à la fois l'itinéraire et le temps de parcours en temps réel pour l'usager. Et ceci, à chaque fois que quelqu'un monte dans le bus, le calculateur se recale par rapport au temps de parcours et à la distance. Au retour, par contre, là, c'est obligatoire, une réservation et l'usager reçoit par SMS 20 minutes avant ou par email l'horaire de passage du bus à l'arrêt en question. Il est important de noter aussi que les lignes Flexilia circulent comme des lignes traditionnelles du réseau de bus et peuvent être empruntées à n'importe quel arrêt de la partie urbaine avec un titre de transport qui correspond à celui que l'on trouve dans la gamme tarifaire du réseau. Le service est exploité également donc, avec des bus qui sont équipés de la même livrée que les autres véhicules du réseau. Ça le rend ainsi plus visible et cela valorise également l'image du transport public, même sur une zone industrielle. Aujourd'hui, donc le service Flexilia rassemble 400 utilisateurs réguliers de la zone industrielle. C'est plus de 20 000 réservations qui ont été faites depuis sa mise en service, donc je le disais, en janvier 2020. C'est 30% des usagers qui se partagent 70% des réservations. Beaucoup de kilomètres en moins qui sont effectués, 4 fois plus de fréquences par ligne, y compris en heure creuse, et puis un nombre de véhicules limité. Aujourd'hui, le service Flexilia est reconnu comme un outil d'accompagnement des entreprises pour répondre aux besoins des mobilités et des salariés. Et on a pu faire l'expérience ces dernières semaines avec l'arrivée d'une entreprise. Tout à l'heure, Aurélie en parlait, l'entreprise Siemens, pour qui nous avons mis en place un service un peu plus spécifique que ce qui existait parce que l'offre de transport n'était pas exactement adaptée à celle de leurs besoins. Donc, on a trouvé des solutions pour faire en sorte que la prise en charge et la fin de service puissent correspondre à leurs horaires de fin d'entreprise et mettre en place des transports spécifiques pour eux. Voilà. Merci beaucoup, très clair, Émilie Dubois de la Cour. Aurélie, est-ce que vous voulez rajouter dans ce regard croisé sur ce territoire quelques compléments d'information? C'est OK pour vous? Non, c'est très clair. Après, je vois qu'il y a pas mal de questions sur les mobilités, donc on va répondre dans les questions. On va laisser effectivement la place aux questions-réponses à la fois sur cette partie-là et globalement sur toute la première séquence. Pierre, je te laisse de faire un petit retour de ces différentes questions. Oui, alors je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments qui ont été apportés dans les présentations, notamment sur Flexilia, sur les chiffres de fréquentation, du taux de fréquentation. Alors, oui, je vous laisse compléter. Oui, alors attendez. On a à peu près entre 70 et 100 réservations par jour. En semaine, ça représente à peu près 260 à 300 passagers. Et si on ramène ça au mois, on est plutôt entre 1200 et 1300. Donc, le service est plutôt bien apprécié et fonctionne plutôt bien sur notre territoire. Et forcément, on espère encore plus de monde dans nos véhicules. Une fois que tout le monde aura bien pris connaissance de ces services, à la fois par les missions locales, le Pôle emploi, qui connaissent notre dispositif et qui le vantent, j'imagine, à chaque personne qui aurait besoin de se déplacer parce qu'ils n'ont pas forcément de moyens personnels pour le faire. Très bien, merci. Et également une question sur le fait de savoir si en parallèle de l'offre Flexilia, Le Havre Métropole envisage-t-elle une offre adaptée aux mobilités actives, et notamment par exemple un réseau express vélo? Alors, on a bon nombre de pistes cyclables qui se créent sur notre réseau de manière générale. Pour le moment, on réalise les pistes cyclables. On facilite aussi l'usage des transports collectifs avec la possibilité de prendre son vélo pour se déplacer aussi plus facilement. Voilà les sujets qui sont présents actuellement sur Le Havre. Le sujet que vous évoquez n'est pas encore d'actualité.
mais pourrait le devenir prochainement aussi, hein, en fonction des besoins et de demandes qui peuvent être faites auprès de la collectivité. Très bien, merci. Il y avait des remarques peut-être un petit peu plus générales qui relevaient que peut-être dans les chiffres clés que j'avais mentionnés, les DOM n'étaient pas intégrés, les départements d'outre-mer et les problématiques des territoires insulaires d'une manière générale. Et effectivement, ce sont des chiffres qui sont basés sur des études qui ont été réalisées en métropole. Ils n'intègrent pas ces réalités hein, qui sont différentes par rapport à la métropole et par rapport aux différents territoires d'outre-mer entre eux par ailleurs. Et effectivement, je crois que les territoires d'outre-mer sont une thématique peut-être intéressante à étudier avec un angle d'attaque à réfléchir peut-être par le laboratoire de la mobilité inclusive. Je pense qu'on a fait le tour de cette première salve de questions. Est-ce que les intervenants de cette première séquence veulent ajouter quelque chose sur les interventions des uns ou des autres sur cette partie comprendre et enjeu? J'ai vu une question passer à propos du fait si les entreprises privées avaient gardé leur ligne. Certaines, oui. Il y a toujours des postés pour lesquels c'est compliqué d'offrir une offre de transport. Donc, certaines entreprises ont souhaité conserver forcément en petit nombre leurs propres dessertes de transport. Merci beaucoup pour ce complément d'information. On va donc poursuivre notre webinaire en ouvrant notre seconde séquence, Agir. Dans cette seconde séquence, nous allons voir comment la mobilité solidaire peut apporter des réponses pour favoriser les parcours d'accès à l'emploi. Et pour apporter ces réponses, il faut au préalable pouvoir identifier les besoins, dresser un état des lieux. C'est une étape essentielle du diagnostic. Thomas Weaver, bonjour. Vous êtes avec nous et vous êtes fondateur de Weaver. Vous réalisez des diagnostics de mobilité. Vos interlocuteurs sont des collectivités, des entreprises. Sur cette question précise de l'accès à l'emploi, expliquez-nous les problématiques des uns et des autres et quels sont finalement les dispositifs qui arrivent à se mettre en place. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de résumer les problématiques qu'on a pu rencontrer sur les territoires où la plateforme Weaver a été déployée, orientée vers l'emploi, l'accès à l'emploi ou la réinsertion professionnelle. Alors, ce que j'ai choisi pendant ces 5 minutes, c'est rapide de faire, c'est de comparer un petit peu la notion de diagnostic au diagnostic médical. Alors, vous me direz d'actualité, ce n'est pas du tout pour faire une blague ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est plutôt pour essayer de se représenter les choses. Et à travers ça, je vais essayer de décliner ce qu'on a pu rencontrer avec les partenaires que sont aujourd'hui Pôle emploi, des opérateurs de transport comme Transdev, mais aussi des territoires, des collectivités, que ce soit du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes ou de la région sud ou un petit peu ailleurs en France. C'est intéressant de se reposer la question de ce qu'est un diagnostic, parce qu'aujourd'hui, un diagnostic, par exemple, en matière de santé, on sait très bien ce que c'est. Identifier des signes, en l'occurrence de la fièvre, une douleur, une rougeur, dans un organisme, dans un environnement, un écosystème. Donc le corps humain avec des fonctionnements qu'on connaît bien pour le coup, et puis des traitements qui visent à supprimer les problèmes qu'on a rencontrés. Et quand on va parler de diagnostic mobilité, les choses sont un petit peu plus compliquées. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de remonter justement ce qu'on a pu voir sur le terrain pour tenter de proposer une définition outillée et qui vient répondre justement à ces constats que l'on peut faire, autant les freins que les leviers. Alors la première chose, quand on parle d'identifier et de comprendre des signes, la première question qui a été posée, c'est qu'est-ce que c'est un problème de mobilité ? À quel moment, en fait, on considère qu'il y a un problème de mobilité? Parce que de dire les gens n'ont pas accès à l'emploi parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, d'accord, mais c'est quoi le problème de mobilité? Il se situe où? Dans l'offre, dans la capacité à l'utiliser. Firmine parlait tout à l'heure de compétences à ce niveau-là. Utiliser la mobilité. Est-ce que c'est entre les deux, les gens qui font le lien entre la personne et les gens qui l'utilisent? Et puis, est-ce qu'un individu est en mesure de l'exprimer? Il y a des gens qui nous répondent et qui me disent non, moi, je n'ai pas de problème de mobilité. Mon souci, c'est que je n'ai pas de voiture. Est-ce qu'il y a une réelle capacité à exprimer la problématique mobilité aujourd'hui? Ça aussi, c'est une compétence de pouvoir l'exprimer, la reconnaître, en prendre conscience. Et puis, qui mesure un problème de mobilité? Comment on fait en fait quand on a une maladie? C'est facile, c'est le médecin, on est tous d'accord pour le dire. Et puis derrière, mobilité, qui le fait? Qui est légitime pour le faire? Et puis comment on mesure un problème de mobilité? Est-ce que c'est de ne pas pouvoir se rendre quelque part qui est un problème ou c'est tout ce qu'il y a autour? Et c'est là où je veux en venir. On a rapidement compris que l'important c'était de bien comprendre que c'était une expérience mobilité avec des caractéristiques qui vont de l'individu jusqu'à l'offre elle-même, et que le diagnostic mobilité en termes d'identification des besoins
et donc de la compréhension des signes, ça signifie être capable de diagnostiquer tout ça. Donc multi-acteurs, une plateforme certes, mais multi-acteurs, et avec une facilité à rendre un acteur de proximité, on le voit bien dans le domaine de la mobilité inclusive, capable de se l'approprier, cette plateforme ou cet outil, pour ensuite lui aller diagnostiquer à sa façon, avec ses enjeux, son contexte, ses relations, etc., etc. Et donc de faciliter la diffusion clé en main, des outils clés en main. Il faut que les acteurs, les conseillers emploi, pour parler d'eux ici, mais soient capables de l'utiliser tout de suite, que ce soit complètement intégré en fait à leur cycle de travail, à leur mission du quotidien. D'être capable aussi d'expliquer et de convaincre, en finir avec les enquêtes. Les gens en ont marre des enquêtes. Rien que le mot enquête fait qu'ils n'y répondent plus. Restituer les résultats et montrer qu'on passe à l'action rapidement, c'est très, très important. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis sur le devant des projets qu'on a eus. Et puis, démontrer la pertinence, agir vite. Montrer qu'il y a un résultat rapidement et que rapidement, on est capable d'aller de l'avant, de montrer, d'essayer des choses et de les faire ensemble. Le deuxième aspect, dans un écosystème, faire un diagnostic, ça se fait dans un écosystème. C'est quoi l'écosystème mobilité aujourd'hui? Cette définition, elle n'existe pas scientifiquement, académiquement. Alors, je travaille dessus dans le cadre de ma thèse, mais qui fait partie de l'écosystème mobilité? Est-ce qu'aujourd'hui, le commerçant qui est dans le rayon de 5 km de la zone confinée n'est pas un acteur crucial de la mobilité? Là où hier, on disait, il n'y en a pas besoin, on peut aller justement faire ses courses pas très loin. Justement, là, c'est dans le seul périmètre où on peut se déplacer. N'est-il pas un acteur de l'écosystème? Comment y est-il associé? On a rarement vu des épiciers dans des ITS, par exemple. Donc, comment est-ce qu'ils sont réellement associés et comment il fonctionne cet écosystème? Et là, pour le coup, on a eu parfois, et là, je prends l'exemple de Planète Mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, où on avait des discours à presque paradoxaux des entreprises nous dire la mobilité, ce n'est pas un enjeu, même si on en souffre au quotidien et que c'est pour ça que nos postes ne sont pas pourvus. Ou bien nous dire, nous, on n'est pas concernés parce qu'on ne peut rien faire pour nous. Donc, une disqualification de l'acteur, alors même parce qu'il pense que ce ne sera pas possible. Et puis, les déceptions. Ça fait des dizaines d'années qu'on essaye d'œuvrer, d'y arriver tant bien que mal à travailler sur la mobilité, et puis d'être souvent source d'insatisfaction, voire de déception. Donc là, ici, très clairement, il y a des questions à se poser qui sont extrêmement importantes, à se poser au niveau local. Quels sont les enjeux de mobilité pour ces acteurs? Comprendre son écosystème, ce n'est pas le même. On ne réplique pas un système d'une région à une autre. Quelle relation entre les acteurs? C'est très important de savoir. Ces acteurs qui sont sur le même territoire ou dans le même périmètre, est-ce qu'ils sont en dépendance, en partenariat, en compétition, en complémentarité? Et puis, quelles sont leurs compétences, leurs connaissances? On revient à la formation, cette fois-ci, des acteurs et aussi donc des utilisateurs finaux. Quels leviers ils ont réellement, eux, pour agir? Ce n'est pas parce qu'on leur met des outils qui sont capables d'avoir du temps et de les mettre en forme. Et puis, de quoi est-ce qu'ils ont besoin en tant qu'acteurs? Et donc, ici, on retrouve réellement les enjeux de former. C'est ce qu'on a mis en évidence avec Pôle emploi, avec toutes ces structures avec qui on a travaillé sur la mobilité en faveur de l'emploi. Fournir des outils et des méthodes auprès de publics qui sont formés pour les utiliser, d'identifier et d'intégrer les acteurs de proximité, être dans ce qu'on appelle du management polyphonique, c'est-à-dire problématiser ensemble. Et puis enfin, proposer des solutions. Alors, je sais qu'il y a un thème après, donc je vais être rapide sur ça. Quelles sont les solutions de mobilité et surtout, qui est légitime pour les proposer? D'où est-ce qu'elles viennent? Comment on sait qu'une solution de mobilité, elle marche, elle fonctionne? Et puis, qui les paye? La question omniprésente du modèle économique, on sait faire plein de choses quand il y a de l'argent sur la table. Dès qu'on le retire, si la solution tombe à l'eau, c'est qu'elle ne tient pas dans la durée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour construire ces modèles économiques qui vont garantir qu'on ne va pas faire des fausses promesses et que ce qu'on règle cette année, on ne le remet pas en fait finalement dans la même situation dans un an? Et c'est là où c'est extrêmement important de monter des modèles économiques avec ces acteurs dans cet écosystème qu'on a compris et surtout avec des personnes qu'on va engager dans la démarche à différents moments. Et on reparle encore de cette compétence à s'engager dans la mobilité. Et là, du coup, ce qu'on a découvert, c'est que la règle, c'est l'exception. Sur les territoires, construire des modèles économiques, construire des agrégateurs, construire des projets qui sont propres au territoire, eh bien certes, ça peut être une seule plateforme qui permet de le faire, mais pour autant, les projets ne se ressemblent pas forcément, ne sont pas forcément réplicables sur les autres territoires. Et c'est très important puisqu'un territoire attractif, c'est un territoire qui montre sa singularité. L'échec ou le succès, beaucoup de projets aujourd'hui se passent de réels indicateurs de réussite. Voir des trajets, et je vois d'ailleurs des questions qui ont été posées sur la desserte et sur sa fréquentation, ça en est criant. On met en avant les chiffres marketing qu'on aime bien mettre en avant, le nombre de trajets, le nombre d'inscriptions. D'accord. Combien on trouve un emploi grâce à ça? C'est ça qu'on veut savoir. Comment ça a fonctionné, combien ça a fonctionné. Qui paye? Le financement, voilà, par l'équivalence, en gros, voilà, qui paye? Qu'est-ce que ça a comme impact? Et à la fin, est-ce qu'on fait des économies avec les deniers publics ou au contraire, est-ce que ça coûte plus avec un modèle qui est à la perte? On voit aujourd'hui la problématique des modèles économiques des transports publics, mais pas que. Et puis enfin, autonomiser. Il faut que les publics de proximité, on a beaucoup travaillé sur ce sujet avec le laboratoire de la mobilité inclusive, soient en capacité de s'autonomiser, de disposer d'outils dont ils sont capables de les réorienter vers leurs activités métiers, leurs compétences, leurs spécialités,
de cette manière-là, en fait, de s'emparer d'une plateforme qui rend cette chose-là capable. Du coup, une définition alors complètement proposée, elle n'est absolument pas ni scientifique ni arbitrairement exhaustive, mais un diagnostic mobilité, ça pourrait être dire que c'est disposer des outils, des méthodes et des ressources pour permettre à la diversité des acteurs du terrain, tout en prenant en compte leur hétérogénéité, leurs différences, d'identifier les bonnes solutions, les bonnes initiatives à délivrer auprès des bonnes personnes au bon moment et je dirais avec les bons partenaires. Et ça, ce sont des méthodes, des outils et tout ça ensemble avec la volonté des acteurs du terrain eh bien, fonctionne et montre des résultats intéressants. Merci pour votre attention. Merci Thomas pour ces propos. J'ai encore une question parce qu'on en parlait en préparant ce webinaire. Vous me disiez que finalement, dans l'identification des besoins, ce qui est le plus difficile, que ce soit pour les collectivités ou pour les entreprises, c'est d'avoir conscience qu'elles ont un besoin. Même cette conscience-là, qui est la première étape, est assez compliquée en fait. Alors absolument, et c'est là où en fait est un énorme frein de départ, c'est que beaucoup d'acteurs, en tout cas beaucoup d'acteurs, j'exagère, un certain nombre d'acteurs pensent savoir tout ce qu'il faut savoir. Les entreprises se disent que si ça n'a pas marché, eh bien ça ne marchera jamais. On comprend que dans le contexte actuel, il y a d'autres enjeux. Il y a des entreprises qui sont en train de faire des plans sociaux et c'est très dur de réamorcer la confiance, mais finalement, on voit bien que c'est un problème qui est plus général d'ailleurs que la mobilité. Mais la confiance, ça veut dire prouver dès le début que ça va fonctionner en expliquant comment. Et par contre, à partir de là, une entreprise pour laquelle on a mis des mois à l'embarquer, quand elle teste notre plateforme et que du coup, elle se rend compte de la réalité sur le terrain, eh bien là, par contre, ça devient un ambassadeur et ça change tout. Donc effectivement, cette phase de sensibilisation, d'accompagnement, de compétences et puis de transparence, elle est cruciale. Merci beaucoup. Identifier les besoins, ça fait partie de la première phase qu'on développe sur le site Tous Mobile. Deuxième phase importante lorsqu'on veut mettre en place un projet de mobilité solidaire, c'est évidemment l'identification des solutions. En matière d'accès à l'emploi, les plateformes de mobilité sont des pionnières en matière de mobilité solidaire. Direction maintenant le Puy-de-Dôme. Claire Lénier, bonjour, vous êtes responsable départementale de la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme. Présentez-nous cette plateforme créée pour permettre à toute personne en recherche d'emploi d'accéder à une solution de mobilité. Oui, bonjour, donc Claire Lénier. Donc quelques mots sur notre plateforme mobilité qui a été créée donc, il y a plus de 10 ans pour effectivement apporter des solutions de mobilité aux publics les plus empêchés de se déplacer. On est donc une porte d'entrée unique à l'échelle du département sur les questions de mobilité inclusive et d'écomobilité. Historiquement, notre action se centre sur l'accompagnement individuel et collectif de ces publics. Et ces dernières années, on a développé d'autres actions comme la coordination et l'animation des territoires et des acteurs locaux, l'impulsion et l'expérimentation de projets d'écomobilité et un axe sur la capitalisation de nos actions sur le département. On est membre de la Fédération Mobine qui nous permet donc d'impulser de nouveaux projets et de former notamment nos salariés. Donc là, on est dans un regard croisé, parce que cette plateforme donc, qui date d'il y a 10 ans a été créée à l'initiative du département. Sophie Arnaud, vous êtes aussi avec nous, chargée de mission insertion mobilité inclusive, direction des solidarités et de la cohésion sociale au département. À l'origine, c'est le département qui a souhaité la création de cette plateforme. On ne vous entend pas, il faut peut-être mettre votre micro. Excusez-moi, bonjour à tous et à tous. Bonjour. Effectivement, le département du Puy-de-Dôme a été à l'initiative de la création de la plateforme mobilité, mais pas que. Il est très important de comprendre que les difficultés, le repérage des freins ont été faits avec l'ensemble des partenaires sur le territoire. Je vais vous faire une rapide genèse de la création de la plateforme. En fait, en 2008-2009, avec la crise économique effroyable que la France a rencontrée, le frein mobilité est vraiment apparu extrêmement prégnant, en particulier pour nos publics en insertion. Il faut savoir aussi que dans le Puy-de-Dôme, nous avons une géographie assez particulière où le plus gros bassin d'emploi est concentré au centre du département, autour de Clermont-Ferrand. Donc, il y a des zones rurales et périurbaines assez importantes et éloignées de Clermont, ce qui engendre des déplacements très longs. De plus, nous avions des associations déjà qui œuvraient pour la mobilité,
des associations de qualité, mais qui ne prenaient qu'un secteur ou un secteur spécifique de la mobilité et pas sur l'ensemble du département. Le département avait aussi des enjeux vraiment sociaux importants et une véritable volonté politique de favoriser l'insertion professionnelle des publics les plus précaires. Voilà. Donc, en 2009, l'association Plateforme Mobilité a été créée, donc a regroupé l'ensemble des associations principales et ils se sont tournés vers le département pour financer une étude de faisabilité conjointement avec l'État. Suite à cette étude de faisabilité, une expérimentation a été menée en 2011 qui a permis de pratiquer un petit peu les préconisations de l'étude de faisabilité. Et enfin, le département a souhaité vraiment s'investir et en 2012 a lancé le premier marché public qui a été remporté par l'association. Voilà, donc depuis 2012, le département est à côté de la plateforme grâce à des fonds qui viennent des fonds du département, fonds d'insertion, et aussi en cofinancement avec des fonds sociaux européens que le département porte lui-même, appelle et gère entièrement. Quelques chiffres clés de la plateforme. Donc, depuis 2012, on nous a orienté 7700 personnes. On travaille avec un réseau de 40 professionnels de l'insertion répartis sur l'ensemble du département. On mobilise un réseau de 400 prescripteurs et par an, c'est à peu près 1400 personnes qui ont été accompagnées. Si on peut passer les diapos. Il y a eu voilà. On a une action donc territorialisée. Les conseillères mobilité sont réparties sur l'ensemble du territoire afin d'être au plus près des bénéficiaires et de bien connaître les enjeux de mobilité sur les territoires. Si on pouvait changer de diapo. Merci. Encore. Voilà. Là, il y a eu un problème de diapo, ça n'a pas défilé. Donc, c'était la partie de Sophie. C'est pas grave, on va passer également. Voilà. Un petit zoom sur nos publics. Donc, l'action du conseil départemental se centre sur les bénéficiaires du RSA, les jeunes de l'ASE et l'accompagnement des jeunes issus qui sont accompagnés par des missions locales. On a également un partenariat avec Pôle emploi qui se centre sur les demandeurs d'emploi, avec le FACT sur le public intérimaire. Et sur la question de l'écomobilité, on n'a pas de critères d'entrée. Globalement, la plateforme mobilité accompagne majoritairement des femmes à 58%. 42% des personnes accompagnées n'ont pas le baccalauréat. La moyenne d'âge est d'environ 35 ans. 3% ont une reconnaissance officielle d'un handicap. Et à leur arrivée dans l'action, les bénéficiaires ont en moyenne recherché un emploi pendant 14 mois. Merci. Un petit mot donc, sur le parcours de l'accompagnement. Donc, ce n'est pas le bénéficiaire qui rentre directement dans la plateforme mobilité. Il est orienté par un référent, un prescripteur qui est donc défini par un financeur. Et c'est la centrale d'appel départementale qui va traiter cette prescription et qui va mobiliser la conseillère mobilité qui est géographiquement le plus proche du lieu d'habitation du bénéficiaire. Elle va réaliser un bilan de compétences donc qui je pense, correspond au diagnostic qui vous a été présenté tout à l'heure. Ce bilan va permettre d'identifier les besoins individuels de la personne sur les questions de mobilité et de co-construire avec le bénéficiaire un plan d'action personnalisé. À l'issue de ce bilan, on peut aussi orienter la personne vers des dispositifs spécifiques, notamment si la conseillère identifie une problématique sur les savoirs de base. Sinon, la personne va pouvoir, excusez-moi, on va juste un peu trop vite, va pouvoir mobiliser des outils qui correspondent aux besoins de la personne, donc que ce soit sur une question de montée en compétences de la personne, sur les savoirs bouger, donc où des ateliers mobilité vont pouvoir être mis en place. On a également une vélo-école, on va pouvoir travailler sur la conduite de deux roues, la formation au code ou sur la formation de conduite. La conseillère mobilité peut aussi mobiliser des dispositifs sur le pouvoir bouger avec une aide technique à l'entretien, réparation, acquisition de véhicules,
un accompagnement plutôt administratif, notamment on développe de plus en plus de l'accompagnement au microcrédit, des locations aussi de véhicules, que ce soit donc du 2 roues, voiture ou vélo. Et à la marge, on peut mettre aussi en place un déplacement collectif à la demande, mais tourné sur des actions organisées par nos financeurs. Si on peut... au cœur de ce parcours d'accompagnement, la relation tripartite qui va être animée par la conseillère est vraiment au cœur de ce dispositif. Donc, cette relation, elle est entre le bénéficiaire, le prescripteur et la conseillère. On a un outil mutualisé en ligne qui s'appelle Beco, qui permet notamment aux prescripteurs de suivre tout le parcours individuel du bénéficiaire. Donc, on peut trouver des éléments très qualitatifs sur l'avancement de son parcours, et il permet également aux prescripteurs de faire des prescriptions en ligne. La plateforme mobilité se positionne vraiment comme un des chaînons de la chaîne de l'accompagnement. Et on travaille vraiment sur ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi d'une manière générale. Merci Claire. Nous allons terminer cette présentation par une question qui doit brûler les lèvres, c'est les impacts sur le parcours d'insertion professionnelle, parce qu'on est vraiment sur cette thématique-là. Je vais d'abord prendre un peu de hauteur. On va commencer par parler des impacts transversaux de cette plateforme mobilité qui a eu des effets très positifs. Alors, en termes de partenariat, on a pu voir que tous les acteurs de l'insertion se mettaient autour de la table pour parler de la thématique mobilité. Et donc, on avait une coordination et une coopération territoriale qui était très renforcée. De plus, la plateforme mobilité est vraiment force de proposition. Elle nous permet, grâce à la veille technique, de faire des propositions permanentes sur de nouveaux dispositifs ou de nouveaux projets adaptés, par exemple, à la transition écologique. L'aspect le plus important pour nous était aussi que n'importe quel usager sur le territoire a accès aux prestations de la plateforme mobilité. Et ça, c'était très, très important pour nous. Et enfin, le dispositif est vraiment lisible grâce à cette coordination centralisée et toujours au service de l'usager et des prescripteurs. Enfin, les résultats sur l'accès à l'emploi. Donc là, on va être sur 2 niveaux. Le niveau le plus visible, c'est, j'ai un chiffre à vous donner qui se répète à peu près chaque année depuis 10 ans. 45% des personnes qui ont obtenu leur permis de conduire au sein de la plateforme ne sont plus bénéficiaires du RSA 1 an après, ou alors ont repris une activité, ce qui leur a permis de basculer dans de la prime d'activité. On constate une réelle augmentation des ressources grâce à l'accès à l'emploi ou à la formation. Et un impact qui est sous-jacent, qui est moins visible, mais qui est tout aussi important, c'est en fait un impact sur les parcours d'insertion des personnes elles-mêmes. On voit des personnes en fin de parcours mobilité qui sont remobilisées sur un projet. On voit que la dynamique de groupe dans les ateliers permet de rompre l'isolement de ce problème mobilité et d'autres problèmes. Ça crée une espèce de synergie. Et on voit des personnes qui gagnent en confiance puisqu'elles sont mieux dans leur espace, elles sont en capacité de se mouvoir et donc elles retrouvent ce qu'on appelle, nous, ce qui est très important pour le département, c'est vraiment le développement du pouvoir d'agir. Les personnes peuvent de nouveau agir sur leur vie grâce à cet accès à la mobilité et la capacité de se mouvoir dans un espace, dans un écosystème. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie Arnaud. Merci beaucoup, Claire Lénier, pour cette présentation de cette plateforme de mobilité du Puy-de-Dôme. Ce parcours d'accès à l'emploi revêt de multiples visages. Nous vous proposons maintenant de faire un focus sur une catégorie particulière avec ses spécificités, celle des salariés intermédiaires. Bonjour Amélie Pajot, vous êtes chef de projet innovation et développement au Fonds d'action sociale du travailleur temporaire. Quels sont les freins liés à la mobilité pour ces travailleurs intérimaires ? Oui, intérimaire, effectivement, oui. Bonjour à tous. Avant d'évoquer les freins à la mobilité, juste très brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous expliquer, on peut peut-être passer juste à la slide d'après, s'il vous plaît, encore.
Super. Vous dire que le FAST, donc on est le Fonds d'action sociale du travail temporaire et donc on intervient sur toute la France, Drôme compris, avec des solutions en direction des salariés intérimaires. Aujourd'hui, le FAST est financé uniquement par des cotisations obligatoires des agences d'intérim, on dit agences d'emploi, au niveau de la branche. Voilà. Si on passe juste à la slide, merci. Donc, au niveau du FAST, on a 4 grandes missions et je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les sujets mobilité. Juste vous dire que voilà, on intervient sur tout ce qui est sécurisation des missions d'intérim à travers différents dispositifs visant à lever les freins à la mobilité, mais également des solutions liées à la garde d'enfants en urgence, en dépannage, également des solutions pour les intérimaires qui sont en mission de grand déplacement. Mais pas que. On intervient aussi, il faut savoir que les intérimaires ont des difficultés spécifiques liées au contrat court. Donc, on intervient aussi à travers des solutions sur l'accès au logement, au crédit. Et également, on a toute une activité autour de l'appui des salariés intérimaires en grande difficulté, qui n'est pas toujours très bien connue. Mais voilà, sachez qu'on a tout un réseau d'assistantes sociales qui peuvent accompagner les intérimaires qui rencontrent des problématiques. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur la question de la sécurisation des missions, on a 3 grandes interventions au niveau du FAST. On propose d'une part des solutions de location de véhicules en dépannage. L'idée, c'est de permettre aux intérimaires de poursuivre ou d'accéder à une mission d'intérim. On a 2 types de partenariats au niveau du FAST, soit des partenariats avec des grands loueurs nationaux, où le FAST va prendre en charge une partie du coût de la location et donc alléger le coût pour les intérimaires. Et on travaille également en lien étroit, vous l'avez vu juste avant, avec la plateforme du Puy-de-Dôme, avec un réseau d'à peu près 150 plateformes qui proposent des solutions de location de véhicules. Donc, en fonction des solutions disponibles localement, on va pouvoir proposer des solutions de location de voitures, de 2 roues, voire de transport à la demande ou de vélo de manière un peu plus marginale. On a également des partenariats autour de la réparation de véhicules. Là, l'objectif pour nous, c'est de permettre à certains intérimaires sur critères de revenus d'accéder à des solutions, à ces solutions de réparation de véhicules à des tarifs un peu préférentiels, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'accompagnement qui est proposé par ces garages pour essayer de travailler sur le financement de ces réparations de véhicules. Et enfin, un mot très rapide sur notre dispositif À tout permis, qui est une solution d'accompagnement au permis de conduire, qui a été vraiment co-construite avec les plateformes de mobilité, les auto-écoles sociales, pour faciliter l'accès et augmenter le taux de réussite au permis de conduire. Voilà, dans les grandes lignes. Je vais me focaliser ici un peu plus dans le détail ce que disait Francis, quels sont les besoins des salariés intérimaires. C'est vrai que sur les travailleurs temporaires, on a vraiment des spécificités fortes. Globalement, on est sur des personnes qui vont avoir des contrats courts, voire très courts. Alors, ce qu'on appelle, ça m'a fait sourire la première fois que je l'ai vu, les contrats longue durée, c'est des contrats de plus de 2 semaines pour nous au niveau de la branche. Donc, vous voyez que c'est vraiment une particularité. Donc, on va avoir des profils de personnes qui vont avoir des contrats effectivement très courts, qui vont changer fréquemment de lieu de mission. Donc, le besoin de mobilité d'une semaine à l'autre d'un intérimaire n'est pas toujours le même. Une semaine, il va avoir une solution en transport en commun. La semaine suivante, avoir une mission avec des horaires de nuit en zone industrielle éloignée et se retrouver sans solution. Donc, nous, on essaye vraiment de répondre au plus près aux besoins de ces salariés. On a également 75% des intérimaires qui nous disent réaliser des missions en horaire atypique au moins une fois dans l'année. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le besoin peut être important et effectivement, nous, sur les réponses, on va plutôt être sur des solutions type automobile, voire 2 roues motorisées pour les besoins de ces salariés-là. Et enfin, un dernier point très important, les intérimaires doivent être très rapidement disponibles. Il arrive régulièrement que les missions tombent, entre guillemets, le vendredi après-midi pour démarrer le lundi matin. Donc, il faut une certaine réactivité et avoir tout de suite une solution de disponible. Enfin, pour vous ayez un ordre d'idée, mais on retrouve un peu les données de Pôle emploi aussi, un quart des intérimaires nous indiquent avoir déjà refusé une mission du fait de problèmes de mobilité. Donc, le sujet mobilité est vraiment très important de notre côté.
Alors, concernant l'impact de ces solutions, qui est un peu au cœur du sujet aujourd'hui, nous, on a en moyenne chaque année à peu près 9000 intérimaires qui bénéficient de ce service. Comme on va le voir juste après, les besoins de ces intérimaires sont très divers en fonction des différents profils. Ces 9000 intérimaires, ça représente à peu près 200 000 jours de location par an. Nous, on communique beaucoup et sur les aspects marketing sur des jours de mission sauvés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont pu aller travailler et qui n'auraient pas pu sans notre intervention. Dans les faits, on a creusé un petit peu au niveau des salariés intérimaires. On leur a demandé, mais est-ce que vraiment vous auriez interrompu votre mission si le FAST n'était pas intervenu? Là, on tombe plutôt sur 50%. Mais on sait qu'il y a la moitié de nos bénéficiaires, s'il n'y avait pas eu de solution mise en place par le FAST, ces personnes auraient interrompu leur mission. Maintenant, on a vraiment 3 profils qui se dégagent au niveau des personnes qui font appel au service du FAST. On a à peu près les 2/3 de ces personnes qui sont plutôt des personnes qui réalisent régulièrement des missions d'intérim, ou en tout cas qui sont déjà plutôt bien ancrées dans l'emploi et qui vont plutôt faire appel au service pour une difficulté ponctuelle. Parce que leur voiture est en panne, parce que c'est une mission qui est très éloignée et leur véhicule est peut-être pas suffisamment fiable pour pouvoir faire 300 km pour se rendre en mission, soit parce qu'à un instant T, ils vont décrocher une mission sur des horaires atypiques et leur solution habituelle de transport en commun n'est pas disponible. Du coup, ils vont vraiment utiliser notre dispositif en solution de dépannage et plutôt sur de la courte durée et du ponctuel. Quand on dit courte durée, ça peut être 1 à 2 semaines et c'est des personnes qui vont pas forcément nous ressolliciter par la suite. Ce qu'on constate en interrogeant donc, ces intérimaires, donc il y a eu des entretiens qui ont été menés en direct avec ces intérimaires, c'est globalement la plupart d'entre eux ont une solution de mobilité à la sortie. On est intervenu en dépannage et puis les personnes ont pu s'organiser pour trouver une solution de mobilité. Par contre, on a aussi d'autres profils de personnes qui utilisent l'intérim finalement pour reprendre une activité. Sur ces profils-là, on va être plutôt dans une logique d'accès à la mission. C'est des personnes qui ne vont pas forcément avoir de solution de mobilité, qui ne vont pas avoir de véhicule tout de suite pour pouvoir de manière pérenne. Donc, elles vont utiliser de manière récurrente nos solutions de mobilité. La petite difficulté sur ces profils-là, si elles ne sont pas accompagnées par des plateformes, c'est que bien souvent, on n'a pas forcément de solution de mobilité à long terme. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel à la solution du FAST en dépannage. Nous, le dispositif, il est limité à 60 jours par an et par salarié intérimaire. Et à l'issue, ils ne vont pas forcément avoir de solution, sauf s'ils sont accompagnés. Et enfin, les derniers profils qu'on a, nous, identifiés, c'est les personnes qui vont utiliser notre solution en attendant d'acheter leur propre véhicule. Donc là, on est sur une espèce de solution temporaire, le temps de monter, par exemple, un dossier de microcrédit ou de crédit. Et la solution du FAST, finalement, avec les tarifs, va être vraiment utilisée. Dès que j'ai une mission, je l'utilise. Et puis, j'arrête la location dès que ma mission se termine et je la reprends. Et je reprends une location s'il y a besoin, en attendant de mettre un peu de côté ou de faire appel à une solution de financement. Et sur ces profils-là, effectivement, en termes de sortie, on va avoir un peu moins de la moitié qui vont avoir une solution à la sortie. Voilà. Merci Amélie. Je vous laisse conclure. Oui, bah, écoutez, j'avais à peu près fait le tour, donc c'est bon. C'est super. Merci beaucoup pour toutes ces spécificités concernant effectivement les travailleurs intermédiaires. Pour terminer cette séquence, on va s'arrêter sur l'une des conditions majeures pour réussir et pour pérenniser les solutions et les dispositifs que tous nos intervenants ont évoqués et qui est finalement au fond une question essentielle, qui est la question de la mobilisation des acteurs. Comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on pilote les partenaires, quelle coopération territoriale, quelle articulation des actions. Retour d'expérience avec vous, Catherine Guilbaudot. Bonjour, vous êtes directrice territoriale Pôle emploi pour l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, c'est le Gers et les Hautes-Pyrénées, mais ce n'est pas grave parce que pendant longtemps, j'ai eu également l'Ariège.
Bon, voilà, c'est juste un petit détail. Oui, alors écoutez, moi, depuis maintenant plus de 10 ans sur ce territoire, effectivement, à mon arrivée avec les équipes, on a posé un diagnostic territorial qui était vraiment très pointu dans ces deux départements très ruraux, avec peu d'acteurs engagés autour des des problématiques de la mobilité. On a identifié deux principaux freins. Alors, il y en a un dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais c'est les demandeurs d'emploi depuis 50 ans, puisqu'ils constituaient plus d'un tiers de nos demandeurs d'emploi, et effectivement le frein mobilité. Alors, je ne vais pas développer parce qu'effectivement, toutes les personnes avant moi ont expliqué ce que pouvait être une plateforme mobilité et les actions. En tout cas, nous, quand on s'est rendu compte que voilà, il n'y avait pas grand monde d'intéressés autour de ces problématiques-là, ou plutôt, si, beaucoup de gens évoquaient les problèmes de mobilité, mais on va dire que peu de gens étaient prêts à mettre de l'argent sur la table pour avancer sur ces problématiques-là. Alors à l'époque, le conseil départemental du Gers avait mis en place une petite expérimentation avec WeMove qui travaillait sur l'accompagnement mobilité des bénéficiaires du RSA. Mais ça ne couvrait pas les publics demandeurs d'emploi. Donc avec cette association, on a commencé à réfléchir et à monter ce que d'autres personnes avant moi ont décrit, c'est-à-dire une plateforme mobilité au départ. Par contre, pour la financer, je me suis retrouvée un peu seule avec mes équipes dans le financement. Mais à ce moment-là, on a eu un peu de souplesse à Pôle emploi pour utiliser nos enveloppes financières avec des marges de main-d'œuvre, on va dire. Et donc, j'ai pu utiliser 5% de mon budget prestation donc pour la mise en place de cette plateforme mobilité qui regroupe, qui a deux axes principaux, un diagnostic tout d'abord de la personne et également un accompagnement personnel. Donc au tout départ, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer l'autre conseil départemental dans les Hautes-Pyrénées, tous les acteurs du service public de l'emploi, la mission locale, bien entendu les élus à travers en particulier les EPCI, parce que c'est aussi eux qui ont cette compétence mobilité. On a essayé de repérer tous les acteurs autour de la mobilité et de les mettre en synergie. Quand je pense à ça, c'était les opérateurs de transport en commun, les auto-écoles sociales, les loueurs de véhicules, les garages solidaires, et également les financeurs, puisque je pense en particulier à l'ADI, puisque bien souvent, un des problèmes que rencontrent nos demandeurs d'emploi, c'est que quand la solution mobilité est trouvée, ou en tout cas adaptée à leur situation, il y a souvent un problème de financement derrière. Donc, avec tout ça, on a construit une offre de service globale, très proche des collègues du Puy-de-Dôme, très très proche, hein, voilà, sans concertation, et finalement, les diagnostics posés étant les mêmes, on arrive à des solutions proches. Il a fallu un peu plus de 3 ans pour que d'autres financeurs viennent contribuer à cette plateforme. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a pas mal de financeurs à travers la politique de la ville, les conseils départementaux, maintenant c'est acquis. On a également des fonds privés qu'on est allé chercher à travers la G2R, par exemple, la Mondiale, la Massif, la Fondation Total, la Fondation du groupe EDF, également des communautés de communes. Donc aujourd'hui, cette plateforme, elle existe. Les conditions de réussite, parce que c'était votre question, hein, du coup. Absolument. Comment on fait pour mettre en place tous ces partenariats? Et voilà, c'est d'abord c'est un peu ce que j'ai écrit, c'est-à-dire qu'il faut déjà être sûr du besoin, donc poser un diagnostic, et ça a été largement évoqué par mes prédécesseurs. Il faut qu'il y ait un financeur qui démarre, parce qu'il faut commencer à mettre un peu d'argent. C'est un peu le nerf de la guerre. Et donc, en l'occurrence, sur notre plateforme, c'était Pôle emploi, mais dans le Puy-de-Dôme, c'était le conseil départemental, par exemple. On l'a vu tout à l'heure. Donc, il faut après démarcher chaque partenaire et les convaincre d'être acteurs et également financeurs, parce que c'est bien beau, mais il faut quand même, voilà, il faut un peu d'argent pour faire vivre cette plateforme. Il y a comme le disaient les collègues du Puy-de-Dôme, il y a des salariés,
il faut trouver des solutions. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir une approche géographique au plus près des demandeurs d'emploi, avec un maillage territorial, parce que par définition, quand les demandeurs d'emploi ou les personnes ont des problèmes de mobilité, il ne s'agit pas de leur proposer un rendez-vous sur une plateforme à 50 km. Donc voilà, il a fallu s'appuyer sur les maisons France Service, par exemple, mettre en place des ateliers délocalisés au plus près des demandeurs d'emploi, en tout cas pour le premier rendez-vous, puisqu'après les solutions arrivent et on va dire que ça fonctionne. Et ensuite, il faut une offre de service qui soit claire, compréhensible par tout le monde, qui s'appuie sur la pédagogie d'abord, c'est-à-dire apporter de l'information sur les dispositifs existants et sur la formation des demandeurs d'emploi pour les aider à mobiliser tous ces dispositifs. Il faut, des fois c'est tout bête, mais récupérer sa carte de transport gratuite, comment utiliser un site de covoiturage. Enfin, ce sont des apports des fois qui relèvent autour de la pédagogie et de la formation. Ensuite, je dirais qu'il y a un axe financier parce que pour faire prendre conscience aux demandeurs d'emploi qu'il faut qu'il consacre un budget à sa mobilité. Une mobilité, c'est un coût. Alors, c'est un coût qu'on peut amorcer, nous, les financeurs, les prescripteurs, mais derrière, il faut que la solution mobilité, elle s'inscrive dans le temps et ça aura forcément un impact financier sur le demandeur d'emploi. Et donc, en l'aidant également à mobiliser des aides existantes, parce qu'il y a beaucoup d'aides, comme l'a dit Firmin, par exemple, nous, on a des aides au permis de conduire, par exemple, à Pôle emploi. Mais avant de déclencher un permis de conduire, il faut qu'on s'assure que c'est bien ça la solution. Et que derrière un permis de conduire, il faut une voiture, enfin voilà, et tout s'enchaîne. Parfois, c'est des choses plus simples. Il suffit peut-être de payer l'assurance ou de payer le contrôle technique. Voilà. En tout cas, il y a des problématiques financières qu'il faut aborder. Ça peut être le montage d'un dossier de microcrédit pour l'achat d'un véhicule également ou l'achat d'un deux roues. Voilà. Donc, ensuite, il y a un levier matériel. Et donc, c'est là où les collègues appelaient le pouvoir bouger, je pense. Ce sont tous les garages solidaires, les transports en commun, les auto-écoles, le covoiturage, la mise à disposition de véhicules. Et j'ai envie de dire que ça, après, voilà, c'est aussi une forme d'investissement derrière dans le temps. Alors, qu'est-ce que cela produit aujourd'hui? Notre plateforme, donc, vous avez compris, elle est cofinancée. Il y a de multiples prescripteurs et le Conseil régional d'Occitanie s'est intéressé à la question mobilité et nous a proposé de lancer un appel d'offres commun, Pôle emploi et Conseil régional, pour mettre en place des plateformes dans tous les départements d'Occitanie. Cet appel d'offres vient de se terminer, on dépouille l'appel d'offres là bientôt et j'ose espérer qu'il y aura donc des plateformes cofinancées Conseil régional et Pôle emploi dans chaque département pour le plus grand nombre, pour le besoin de plus grand nombre. Voilà. Donc effectivement, les réussites, moi c'est petit à côté des collègues du Puy-de-Dôme. C'est une petite plateforme, on a 300 personnes par an qui sont accompagnées. Je dirais qu'à peu près 200 trouvent une solution ou peuvent accéder derrière à une formation ou à un emploi. Voilà, j'ai un exemple d'une dame qui voulait faire une formation d'aide-soignante. Elle habite à 30 km de la plus grande ville. Elle n'avait jamais pris le bus, donc au début, on lui a appris à prendre le bus. Ça paraît peut-être simpliste, mais c'est le cas pour beaucoup. Je sais que même la conseillère mobilité a pris le bus la première fois avec elle pour lui montrer où était l'arrêt, comment ça fonctionnait. Cette dame, elle a pu suivre sa formation grâce au bus, et puis elle a trouvé du boulot d'aide-soignante, et là maintenant, elle est en train de s'autofinancer son permis. Donc voilà, en fait, il faut parfois une petite marche, un petit pas pour pouvoir déclencher derrière la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour ce retour d'expérience. Pierre Taillant, il est temps de voir s'il y a des questions de la part des auditeurs sur cette deuxième séquence qu'on vient de dérouler ensemble.
Oui, il y a eu pas mal de questions. Alors, les intervenants ont répondu déjà par écrit en direct. Peut-être je propose de les reprendre rapidement à l'oral pour les partager avec l'ensemble des participants. Alors, il y avait une question pour Thomas Cote de Weaver qui demandait si on ne fait pas d'enquête, comment fait-on pour connaître les besoins? Oui, alors j'ai répondu en fait tout à l'heure en partie. Du coup, j'ai tenté de répondre en tout cas à cette question. En fait, l'idée, ça n'est pas de plus demander aux gens, c'est l'idée de transformer leur expérience d'interaction avec les structures en charge de l'accompagnement. La problématique d'une enquête aujourd'hui, c'est qu'elle a une temporalité qui est déconnectée de la réalité, qu'elle est déceptive à court terme pour l'individu qui exprime ses besoins, et puis qu'elle ne va pas permettre à ceux qui vont faire des enquêtes, forcément, d'utiliser ces données. L'intérêt de la plateforme Weaver, c'est justement de pouvoir faire en sorte qu'une enquête soit faite une seule fois, dans la durée, qu'on puisse interagir dans la durée avec les individus, et que surtout les données qui remontent puissent être immédiatement transformées pour que les acteurs de proximité, sans être des experts du transport ou de la mobilité, puissent tout de suite s'en servir. Ça rejoint les discours qui ont été tenus depuis tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir implémenter ce qui existe localement et au niveau national, de faire en sorte que l'individu puisse s'exprimer de manière directe ou indirecte avec un conseiller emploi, avec un associatif qui est en charge de l'accompagner sur son projet, et qu'on puisse, grâce à l'intelligence artificielle après et à d'autres aspects, bien sûr, l'IA ne fait pas tout, loin de là, mais qu'on puisse matcher rapidement les choses et les suivre dans le temps. Donc, en fait, c'est pas qu'on remplace l'enquête, c'est qu'on disrupte l'enquête. On n'est plus dans des questionnaires qui vont partir et revenir, espérons-le, un jour avec, espérons-le, quelque chose d'intéressant. Et c'est là où notamment les agences Pôle emploi nous disaient c'est assez impressionnant parce que du coup, la manière d'avoir préparé cette plateforme et de la diffuser, eh bien, globalement, il y avait plus de retours en 6 semaines qu'en un an, en fait. Et puis avec des données qui étaient immédiatement opérationnelles et avec tout de suite des briques outillées pour les conseillers emploi pour pouvoir livrer et alimenter la plateforme en initiatives, solutions et donc référencer tout ça, et puis pouvoir répondre derrière éventuellement aux demandeurs. Et le tout dans une approche d'intelligence collective. Le but aujourd'hui, c'est aussi de se parler entre territoires. Il y a des tas de beaux projets qui se font entre territoires, mais c'est dur de les connecter parce qu'il n'y a pas vraiment de standard technologique pour le faire. Là, l'idée, c'est ça, c'est non pas de venir remplacer les plateformes mobilité, mais de venir les compléter pour qu'elles puissent se parler entre elles et qu'on puisse comprendre ce qui fonctionne et le généraliser. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Très bien, merci. Une question pour la plateforme Mobilité 63, enfin plusieurs questions. Une première qui concernait les AOM urbaines et notamment le SMTC Clermont-Ferrand pour savoir s'il était partie prenante et de quelle manière de la plateforme. Ensuite, une question qui portait sur l'information, ça a été dit, des publics cibles et comment les publics étaient informés pour être accompagnés. Et on l'a vu notamment via les prescripteurs. Et quel financement pour la plateforme Mobilité 63? Oui, donc pour répondre à la première question avec notre partenariat avec le SMTC, donc effectivement, c'est un acteur qu'on mobilise, mais plutôt sur des projets précis. C'est vrai que le périmètre d'action n'est pas le même. Par contre, on réfléchit effectivement, on a une forme juridique pour l'instant associative, et on se pose la question effectivement à intégrer d'autres acteurs comme le SMTC pour participer vraiment à une réflexion plus globale et avoir vraiment une forme de partenariat un peu plus structuré qu'uniquement technique dans la mise en place de projets. Sur la question de notre communication, on passe par notre réseau de prescripteurs. Donc, on a à peu près 400 personnes qui nous orientent des personnes. Et en fait, c'est via notre outil en ligne d'écho, on a l'ensemble des adresses mail. Donc, on peut communiquer assez facilement à ces personnes sur des nouveautés ou sur des nouveaux dispositifs, sur de l'actualité. On travaille également avec des têtes de réseau. On a une interlocutrice, donc Sophie Arnaud, du côté du conseil départemental, qui peut facilement mobiliser l'ensemble des assistantes sociales. Donc, on peut faire des réunions territorialisées. Et du côté de Pôle emploi, on a un référent mobilité sur chaque agence qu'on peut contacter pour transmettre des informations qui, lui, va rebasculer du côté de son agence sur l'ensemble des conseillers Pôle emploi. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, on a une marge de manœuvre aussi sur notre communication. Donc, on est en train de structurer une newsletter envers les territoires parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la question aussi de la place des collectivités territoriales
qui est en réflexion au niveau de la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme. Et donc, c'est des professionnels qu'on aimerait davantage toucher. Sur la question des financements, donc le financeur principal de la plateforme est le conseil départemental, avec lequel on travaille via un marché public à bon de commande. Ce marché représente à peu près 60% de l'ensemble de notre activité. Avec Pôle emploi, on a jusqu'à présent des conventions de subvention chaque année, sachant qu'il y a une réflexion là, au niveau de Pôle emploi pour structurer de manière pluriannuelle ce partenariat via potentiellement un marché public. Et après, on a des subventions de fonctionnement donc, de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on travaille avec le FASTT, donc plutôt sur un système de prestations. Merci. Oui. Pour Pôle emploi, je m'excuse, il y a déjà des marchés publics, c'est mon cas. Depuis 2015, on fonctionne comme cela et c'est ce même marché public qui est repris par le conseil régional. Très bien, merci. Alors, très rapidement, peut-être une question pour Amélie Pajot du FAST sur les critères d'éligibilité du service SOS location véhicule. Une question également sur le travail avec les autorités organisatrices de mobilité pour trouver des solutions et utiliser le réseau de transport local. Et des questions concernant la présence et l'action du FAST au niveau national et également savoir s'il était présent à la Réunion. Oui, alors je ne suis pas rentrée dans le détail parce qu'effectivement le temps était court. Donc sur les solutions SOS du FAST location de véhicules, c'est accessible à partir du moment où l'intérimaire est en mission d'intérim. Je vous mettrai le lien vers le site du FAST pour que vous puissiez aller tous regarder un peu les différentes solutions qui sont proposées. Et effectivement, nos dispositifs ils sont mobilisables sur tout le territoire, y compris les DROM, aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Je voulais juste apporter un petit complément parce qu'il y a un certain nombre de collectivités territoriales qui sont autour de la table. Donc nous, effectivement, on est financeur d'un certain nombre de solutions, mais on peut également être contributeur dans le cadre des réflexions et apporter des éléments d'éclairage sur les besoins spécifiques que nous, on détecte sur les territoires. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter également. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces questions. Il est temps de conclure maintenant ce webinaire. Je vais laisser la parole à Charles Duportail, qui est avec nous depuis le début de cette intervention. Je le rappelais en introduction, vous êtes en charge de mettre en musique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, cette mesure annoncée à l'automne dernier par le Premier ministre, celle d'un développement des plateformes de mobilité solidaire pour favoriser les parcours d'accès à l'emploi. Je vous laisse conclure notre rendez-vous de cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, nous, l'enjeu pour la délégation politique publique. On vous entend assez mal, Charles. Alors, je vais me rapprocher de mon c'est mieux comme ça. Allez-y. L'enjeu, nous, pour la délégation, c'est bien de construire une politique nationale de soutien à la mobilité solidaire. Cette ambition, elle est justifiée, je pense, pour revenir très rapidement sur un certain nombre de nos échanges. Pierre-Mine Bureau, Pierre Taillant l'ont montré, la mobilité, c'est aujourd'hui un bien essentiel dans une société, on va dire, d'hypermobilité. C'est un facteur de fracture sociale et qui peut conduire à tomber dans la pauvreté. Mais c'est aussi une politique publique en émergence. On voit bien qu'il y a à la fois un foisonnement d'initiatives, un grand dynamisme, mais aussi peut-être parfois un certain émiettement d'acteurs et qui se conclut du coup, très concrètement par une diversité des configurations locales, avec du coup un risque d'inégalité territoriale. On a vu qu'il y a des territoires sur lesquels c'est extrêmement structuré, le Puy-de-Dôme, le Gers, des solutions très innovantes comme au Havre, mais d'autres territoires qui ne sont pas dans cette situation aujourd'hui. On a vu aussi les facteurs clés de réussite qui sont bien partir des besoins des individus, des personnes, de leur savoir, de la situation de base dans laquelle ils sont, pour pouvoir construire des parcours, du diagnostic à la solution et des chaînes d'acteurs. Donc tout ça, mis ensemble, c'est aussi des réflexions qui ont structuré la réflexion de la délégation pauvreté, avec un enjeu d'appui aux acteurs des territoires pour pouvoir développer cette politique. Alors très concrètement, pour revenir sur les annonces et la manière dont elles vont être mises en œuvre
dans le cadre de l'acte 2 de la stratégie pauvreté. Annonces qui ont été faites par le Premier ministre le 24 octobre dernier et donc qui vont nous conduire à consacrer 30 millions d'euros en 2021 au soutien à la mobilité solidaire. Ces 30 millions d'euros, ils seront consacrés autour de 3 axes, ils vont être déployés autour de 3 axes qui seront mis en œuvre par les commissaires à la lutte contre la pauvreté dans les régions, en lien avec les collectivités bien évidemment. Le premier axe, c'est couvrir les zones blanches en matière de plateformes de mobilité dans les départements, notamment les départements ruraux les plus fragiles socialement. 5 millions d'euros y sont consacrés, ça permettra de créer environ une trentaine de plateformes de mobilité dans les départements qui en sont totalement dépourvus aujourd'hui ou quasiment totalement dépourvus aujourd'hui. Donc c'est bien un objectif de rattrapage pour les territoires qui sont aujourd'hui les moins bien pauvres. Le deuxième axe, auquel sera consacré 10 millions d'euros, c'est celui du financement des mesures de bilan et accompagnement à la mobilité. On a parlé avec Pôle emploi, on en a parlé avec les plateformes qui assurent aujourd'hui ces services-là. Le but, c'est de pouvoir faire croître ces plateformes existantes en leur apportant un certain nombre de financements supplémentaires pour qu'elles puissent toucher plus de demandeurs d'emploi ou de bénéficiaires du RSA. Là aussi, on aura une attention toute particulière pour les territoires ruraux et les territoires ruraux fragiles en particulier. Enfin, le troisième axe, pour aller vite, je sais que le temps est compté, consistera à développer des solutions de mobilité dans l'écosystème global. Voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi des solutions, des garages solidaires, les auto-écoles solidaires, et notamment avec un soutien aux acteurs du champ de l'IAO. Vous voyez peut-être très rapidement brosser le panel des solutions. L'idée, c'est d'avoir des solutions qui fonctionnent un peu en système, et donc qui s'auto-alimentent les unes les autres, qui s'inscrivent bien dans une vision mobilité et non transport, donc qui partent bien des besoins des individus et pas uniquement de l'offre. C'est l'idée aussi d'une cohérence avec le reste de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Vous savez qu'on a un grand chantier qui s'appelle le service public de l'insertion et de l'emploi, le SPIE, donc on travaillera en cohérence avec ces démarches-là. On a aussi 2 axes structurants qui se retrouvent, à mon sens, globalement dans cette démarche. Un axe de prévention et d'investissement social d'une part, voilà, investir sur les personnes pour renforcer leurs compétences. Et puis un axe qui consiste à vouloir construire des relations équilibrées entre l'État et les collectivités territoriales, fondées sur la contractualisation, notamment la contractualisation avec les départements à l'espèce, avec un État, on va dire, qui n'est ni dans l'injonction ni dans l'abandon, et plutôt dans l'intérêt, dans le soutien. Donc voilà un petit peu le sens un petit peu des mesures qui vont être mises en œuvre cette année et évidemment dans les années encore plus fortement dans les années à venir en matière de mobilité solidaire. Merci beaucoup Charles Duportail pour cette dernière intervention. Merci vraiment à tous les intervenants. On espère avoir répondu à vos questions. Un merci particulier à Sandrine de Borès et à Sultana Romieux pour la préparation de ce webinaire. On se donne rendez-vous si vous le souhaitez. Ce sera le mardi 4 mai pour l'épisode 3 et ce sera consacré cette fois-ci à la question des mobilités en milieu rural. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.